l'expérience de Laurent Chéry, qui est président de l'entreprise Vétalis, qui est une entreprise située à Châteaubernard, c'est-à-dire à 2 pas de Cognac, en Charente. L'entreprise fabrique conçoit et fabrique et distribue des compléments alimentaires pour les animaux d'élevage. Voilà la photo de Laurent, mais vous l'avez en vrai juste après. Et contribue ainsi à la santé des animaux des troupeaux, et notamment des troupeaux de vaches et de veaux, et aussi à la santé finalement des éleveurs. Oui, c'est ça qu'il va vous raconter aujourd'hui. L'entreprise a été créée en 1974, elle a fêté ses 50 ans aujourd'hui, et Laurent Chéry a commencé à y travailler il y a déjà longtemps, hein, en 97, mais il en est devenu propriétaire en 2006. Il est lui-même fils d'éleveur et il connaît parfaitement le monde dans lequel Vétalis intervient, qui est un monde très codifié, avec des éleveurs qui sont pris en tenaille entre des coopératives agricoles très puissantes et des gros laboratoires de médicaments. Et c'est dans cet univers très codifié et très puissant que Laurent Chéry a su trouver sa place avec les compléments alimentaires Vétalis. Est-ce que peut-être on peut accueillir, Laurent? Ah oui, alors ce que je peux vous oui, je vous propose à la lecture cette raison d'être que Laurent va vous détailler ensuite, qui est, finalement une raison d'être qui a été conçue cette année entre Laurent et son comité de direction, et c'est la base de tout ce qui va être expliqué après. Vétalis est une entreprise qui innove, produit et distribue des compléments alimentaires pour la santé animale, en collaboration avec les vétérinaires. Vétalis a une approche préventive et respectueuse de l'environnement, basée sur la rigueur scientifique et la qualité de ses produits. Vétalis crée une communauté apprenante de vétérinaires qui partagent des valeurs de solidarité, de coopération et d'éthique. Ensemble, nous relevons les défis de la santé mondiale et du bien-être animal dans une logique de One Health, autant dire dans une logique de santé unique. Cette raison d'être, Vétalis l'a créée avec l'accompagnement depuis 1 an d'un conseil qui s'appelle Jean-Marc et qui est là aujourd'hui avec nous. Et donc Vétalis est accompagné dans la création de toute la trajectoire d'économie de la fonctionnalité qu'il va nous décrire aujourd'hui. Il y avait en 2023 39 personnes dans l'entreprise. Alors peut-être 2024, ça a un petit peu changé, pour un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, dont un tiers est réalisé à l'export, et la société Vétalis a une filiale au Canada et a très récemment racheté une petite activité de produits compléments alimentaires pour les chiens et les chats. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le cœur de métier de Vétalis, qui est finalement la cible des troupeaux, des animaux d'élevage. Laurent, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Bonjour à tous, merci Aline pour cette introduction parfaite. Parfait, je ne sais pas, mais Et je très bien. vais vous laisser la parole maintenant. Est-ce que vous pouvez finalement nous décrire ce qui a fait il y a une trentaine d'années la spécificité de vos produits, de vos produits compléments alimentaires? Comment ça a démarré et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de ne pas faire comme les autres? Eh bien, il y a une trentaine d'années, c'est une société, une petite société commerciale, un monsieur qui avait fait toute sa vie dans la santé animale, qui était en retraite et qui a eu l'idée de créer une société et de faire mettre au point par une société charentaise qui est Vétalis, un complément alimentaire qui permettrait d'agir sur plusieurs mois dans le rumen d'un ruminant, d'une vache. Et c'est, cette société auvergnate, eh bien, c'est là où j'ai fait mes premiers pas et où j'ai commencé ensuite, après la mise au point, donc il y a une trentaine d'années, de, de ce fameux bolus intraruminal que je vais vous montrer, qui permettait de complémenter les ruminants, les animaux, sur 6 mois à ses débuts, et qui allait remplacer, en fait, qui allait remplacer la partie, enfin, concurrencer, permettre aux vétérinaires de concurrencer les, les coopératives et les soins léchés.
Est-ce que vous pourriez nous dire, Laurent, comment ça fonctionne justement la santé d'un troupeau? Parce qu'on n'est pas tous fils d'éleveurs et il faut comprendre ça, je crois, pour comprendre à quel point ce que vous avez mis en place est performant. Alors, ce dont on est convaincu, et enfin, je suis convaincu depuis toujours, ça doit être mon enfance et d'avoir vu les vétérinaires dans l'exploitation qui m'ont convaincu que c'était la profession qui était la plus à même de faire performer, d'aider l'éleveur à avoir une vraie rentabilité dans son élevage en l'aidant à avoir des animaux en bonne santé. Et c'est les vétérinaires n'avaient que qu'une approche curative, hein, une approche pompier, hein, c'est comme nous, on va chez le médecin quand on est malade, etc. Mais il y a une approche, cette approche préventive qui n'était pas développée du tout, enfin, pour nous, est devenue évidente, puisqu'ils sont tous les jours dans les exploitations, ils connaissent parfaitement l'historique de l'exploitation, et ils sont là les plus à même à, à voir ce qu'il manque. Euh, dans un élevage, euh, eh bien, si on n'a pas, en fait, pour faire simple, la rentabilité d'un élevage, elle se situe sur un élevage ruminant, je parle, se situe sur le fait qu'on ait un veau qui naisse pour 360 jours, 365 jours, un veau par an. Dès qu'on dépasse ce temps-là, en fait, eh bien, on a des exploitations agricoles qui vont être en perte. Ça veut dire qu'elles ne fonctionnent pas bien, que les animaux ne vont pas bien. Donc, c'est ce sur quoi on a travaillé. Et on a travaillé sur des produits qui, justement, pour avoir un veau une fois par an, qui va être la source de revenus pour les races à viande, par exemple, le veau, c'est l'animal qui est vendu et qui fait le chiffre d'affaires de l'exploitation. C'est seulement ça. En laitier, c'est un peu différent. C'est le veau qui permet, qui est vendu également, mais qui permet surtout de mettre en production de lait la vache laitière et qui va faire le chiffre d'affaires de l'exploitation. Donc, en fait, si on arrive à bien maîtriser ce qu'on appelle le péripartum, c'est-à-dire euh, la préparation avant le vélage et après le retour en reproduction, qui se fait plusieurs semaines après, eh bien, on réussit en fait l'année. Et donc, on s'est attaché chez Vetalis, après, au travers des produits longue action, à, euh, à mettre en place, à amener des produits qui permettent justement de travailler sur le fait qu'on va avoir un très bon colostrum, le premier lait de la mère donné à son veau, va être extrêmement riche et va apporter toutes les immunités spécifiques de l'élevage pour le protéger. C'est aussi une mère bien complémentée avant la mise bas. C'est également une expulsion placentaire qui va bien se passer, dans la majorité des cas. Une expulsion placentaire qui se passe bien, eh bien, c'est aussi une bonne préparation du retour en reproduction. Et donc, c'est ce qui permet, au retour en reproduction, c'est aussi une bonne fécondation. Et derrière, c'est s'assurer qu'on ait un veau l'année suivante. En fait. Parce qu'une vache porte 9 mois. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que la promesse que vous voulez tenir avec les produits que vous avez développés, ça n'est pas de soigner des animaux, mais c'est de permettre aux fermes d'être rentables en élevant des animaux qui sont sains, qui ne tombent juste pas malades, en fait, qui n'ont jamais besoin de médicaments. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que oui, faut amener les animaux à être dans les meilleures conditions. C'est comme nous, cet automne, un certain nombre d'entre nous vont faire une cure de vitamines, de probiotiques pour se préparer aux passages viraux dans cet hiver. C'est la même chose. Nous, on travaille sur l'immunité de l'animal qui va permettre d'être plus résistant et d'affronter des passages viraux également. Et là, c'est le cas en ce moment, en particulier en France et en Europe. Mais on a des moments critiques de la vie de l'animal où ils ont des besoins très spécifiques. Et nous, avec une approche individuelle,
Ce que fait le vétérinaire, à la différence des groupements, des coopératives ou des firmes qui vendent directement en ferme, ont ou avaient à l'époque une approche globale, une approche par l'alimentation. Là, ce que Vetalis a créé, en fait, ce que j'ai développé moi, il y a une trentaine d'années, puisque j'ai parcouru la moitié de la France pour faire découvrir aux vétérinaires ce fameux bolus intraruminal ou du colostrum. C'était un premier lait aussi pour les veaux qui en manquaient de leur mère. Eh bien, c'était de permettre aux vétérinaires d'avoir cette approche préventive et d'avoir une autre corde à leur arc, en fait. Et c'est ça qui s'est mis en place, et le vétérinaire avec une approche individualisée, puisqu'on est dans l'approche par animal. Et donc, on peut intervenir juste au bon moment, et plus, nous, notre maîtrise du relargage du produit. Et Oui, les produits, pardon, faut quand même dire ce que c'est, les compléments alimentaires donc, que l'on renferme dans les bolus, ce sont des oligoéléments, des vitamines principalement, qui sont en manque dans l'alimentation aujourd'hui, dans l'alimentation des animaux. Ce qu'il faut voir, c'est que les animaux ont génétiquement considérablement évolué, leurs carcasses sont devenues plus lourdes, leurs besoins beaucoup plus importants, et ce qu'ils broutent dans l'herbe, même naturellement, est insuffisant par rapport à leurs besoins. Donc, on a besoin de les complémenter d'une façon ou d'une autre. et comment vous finalement que ça a fait l'objet d'une coopération, à différents niveaux avec les vétérinaires pour arriver à tenir, la performance de vos compléments alimentaires. Comment, faites-vous comment vous associez-vous avec les vétérinaires pour savoir proposer les bons produits à l'éleveur par rapport à la situation de son troupeau? Euh, ben, on est surtout on est à l'écoute de. J'ai pas très bien compris. Excusez-moi, Je pensais aux analyses, enfin oui. aux analyses que font les vétérinaires et qu'ils vous restituent. Effectivement, c'est en 2007, j'ai créé avec le laboratoire départemental de Vendée un observatoire des oligoéléments. Ça n'existait pas. Et ceci afin d'avoir une vue objective de la situation dans un élevage. Et donc, par des prises de sang sur 5 animaux, importantes dans un élevage, sur un troupeau, jusqu'à 100 animaux, 100 bêtes, on va avoir un portrait, enfin une photo de la situation en termes de dosage d'oligoéléments. Et c'est ce qui nous a permis de mettre en lumière qu'il y avait des zones en fonction des sols eh bien, qui étaient plus dépourvues de certains oligoéléments et qui expliquaient des pathologies bien spécifiques. Par exemple, en Auvergne, on a des grosses carences sur un sol granitique, on a des très grosses carences en sélénium. Et sélénium est essentiel pour le système immunitaire. Et donc, c'est en complémentant les animaux au bon moment avec du sélénium eh bien, on permet, et ça permet à l'éleveur de diminuer considérablement le nombre de diarrhées de veau en élevage, de soins curatifs, qui sont toujours, qui amènent à des coûts, bien sûr, mais aussi à des retards de croissance pour les animaux, et du mal-être également, et du travail supplémentaire pour les éleveurs. Ce qu'on observe dans votre manière de fonctionner, c'est que vous avez, a priori compris, intégré et pris en charge en partie les contraintes du métier de vétérinaire et les contraintes du métier d'éleveur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette, manière que vous avez eue de comprendre les difficultés que pouvaient avoir ces 2 professions et comment grâce à votre offre, vous avez réussi à pallier à certaines de ces difficultés? Hum, les contraintes, des vétérinaires et des éleveurs, c'est le fait que les élevages ont considérablement grandi, que les éleveurs aujourd'hui ont plus le temps
de soigner des animaux. Donc, ils sont amenés à faire de plus en plus de prévention pour justement ne pas s'épuiser et passer trop de temps dans les soins curatifs. Et en même temps, les vétérinaires, la population de vétérinaires dits ruraux, donc qui s'occupent de la rurale, des animaux de rente, comme les bovins, eh bien, il y en a de moins en moins. Et donc, on se retrouve dans une situation où eh bien, enfin, ça a amené forcément vers de la prévention plutôt que du curatif. Donc, quand on est en élevage de 100 vaches et si on n'a pas bien préparé ces animaux, si on n'a pas fait une bonne préparation à mise bas, eh bien, on peut très vite se retrouver, l'éleveur peut se retrouver avec une dizaine de veaux à soigner, à alimenter, parce qu'ils sont dans une situation de déshydratation importante et il faut un traitement donc au chevet de chaque animal matin et soir, plus des perfusions du vétérinaire le plus souvent. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas possible, enfin, qu'il faut limiter au maximum parce que ça amène, je le disais tout à l'heure, beaucoup de coûts, mais aussi des pertes, puisque les vétérinaires n'étant moins présents de moins en moins, avec des distances qui sont allongées entre les cabinets, entre le cabinet et l'élevage, eh bien, il fait que ça les a amenés naturellement vers la prévention et c'est très bien. Et nous, on a créé, Vetalis a créé ce nouveau segment de marché, on pourrait dire, en santé animale, puisque ça n'existait pas avant. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi de quelle manière l'existence de ce bolus qui donc se délite de manière progressive dans le système digestif de l'animal, comment ça donne plus de confort de travail en termes de manutention à un agriculteur par rapport aux compléments alimentaires classiques du marché? Bien. Donc je parle toujours du bolus. D'ailleurs, je parle du bolus parce que on était précurseurs, on était les premiers à mettre ça au point en France, voire en Europe, a priori. Mais on a aussi, pour aider et faciliter les choses pour les éleveurs, on a d'autres galéniques. En fait, Vetalis, ce sont des pharmaciens qui ont créé cette société. Et leur idée, c'était de toujours avoir la galénique en adéquation avec le besoin de l'éleveur ou en fonction de l'animal. Par exemple, un nouveau-né, jusqu'à ce qu'il ait un rumen de formé, on ne peut pas lui donner de bolus. On est obligé de donner une pâte orale ou une poudre à reconstituer dans un liquide, dans de l'eau. Donc, nous, on a les contraintes. Alors, et ce qu'il faut expliquer aussi, c'est pour vous resituer aussi ce que c'est le monde dans lequel on est. On est dans le monde de la nutrition animale, Vetalis, mais on distribue dans le monde de la santé. Et le monde de la nutrition animale, pour faire simple, on parle en tonnes, unité de compte. Et une tonne, ça vaut 500 euros, pour faire simple. Le monde de la santé, on vend des milligrammes de principes actifs. Et un flacon de 500 millilitres d'antibiotiques, euh, ça vaut 500 euros. Nous, on vend des grammes. On vend des grammes et une boîte de 5 kilos, 5-10 kilos, ça vaut aussi 500 euros. Mais il y a un facteur 1000 entre chaque, hein, bien sûr, mais nous, les kilos, ça passe par le circuit vétérinaire. Et c'est assez simple pour eux de le mettre en place en élevage. Parce qu'ils ne pourraient pas vendre par des pondéreux quand on parle en tonnes. Et nous, donc, on a eu de cesse que de rechercher à leur faciliter l'usage des produits qui leur permettaient de mettre en place une approche préventive. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je pensais au TMS des agriculteurs qui doivent manipuler justement des tonnes quand ils n'utilisent pas de bolus qui sont Oui, des apports individuels, quand on doit leur faire manipuler des choses plus lourdes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? effectivement, ce produit fait 200 grammes. Ce bolus fait 200 grammes. Ce produit, en fait,
il permet de se substituer à un seau en plastique qui contient un mélange avec mélacé qu'on pose au milieu des champs qui fait 25 kg. Ça, vous avez dû tous en voir, soit dans les campagnes, des seaux qui sont placés au milieu des champs. Eh bien, c'est des produits qui apportent la même chose que ce que l'on a, nous, dans un bolus de 100 grammes et qui va couvrir 8 mois. Nous, ce bolus couvre 8 mois. Un seau de 25 kg, c'est ce que consomme une vache pendant 8 mois. Ça veut dire que pour un élevage, vous allez vite comprendre, un élevage de 100 bêtes, hein, c'est pratiquement la taille moyenne aujourd'hui en France, eh bien, l'éleveur va déplacer 2,5 tonnes, 100 fois 25 kg, qu'il va falloir aller chercher à la coopérative, décharger, aller chercher et emmener dans le champ au fur et à mesure que c'est consommé. Là, le produit, il est utilisé, il est mis individuellement à chaque animal. Donc, on a la sécurité dose que chaque animal est complémenté, alors que ce n'est pas le cas avec un soie léché où c'est à libre cours des animaux. Et il y a toujours cet effet aussi chez les ruminants, comme dans la plupart des animaux, l'effet dominé-dominant, avec le fait qu'il y ait des animaux qui en prennent peu quand c'est en libre service par rapport à d'autres. Donc, nous, on résout ce problème-là également. Et l'autre chose qu'on résout, c'est qu'on optimise aussi les ingrédients qu'on utilise. Parce que les oligo-éléments qu'on met dans nos bolus, bien évidemment, ce sont des ressources épuisables. Et nous, avec ce mode d'apport, eh bien, on a un apport infime et permanent où à chaque seconde, chaque minute, on a une résorption de ce produit, une libération des 2 microgrammes d'éléments, d'oligo-éléments, et qui va être utilisé comme si l'animal le puisait dans son alimentation, dans l'herbe. Ce qui n'est pas le cas qu'on amène ponctuellement au cours de la journée, soit sur l'alimentation le matin quand les animaux sont hivernés, soit le matin et le soir, ou sur des soies léchées, où l'animal va le prendre par à-coup et l'animal va pas pouvoir potentialiser tout ce qu'il a reçu parce qu'on a ce phénomène de saturation du système ruminal où ce qui n'est pas assimilé, ce qui ne passe pas dans le sang, eh bien, va être éjecté dans les fesses. Donc ça amène malheureusement à ne pas optimiser ces ressources qui sont malheureusement épuisables. Oui, donc plus de confort physique, peut-être même la possibilité pour des femmes éleveuses de prévenir plus facilement les éventuels problèmes de Oui. santé de leurs troupeaux. Il y a une question qui est posée par la salle: comment la relation se crée justement entre l'éleveur et le vétérinaire qui est le vétérinaire référent de son élevage sur ce sujet des compléments alimentaires, sur ce point particulier? Mais elle se crée tout simplement parce que c'est pas les soins et les pathologies qui sont donnés aux animaux. Et les vétérinaires, ça fait une vingtaine d'années aussi il y a pas mal de démonstrations, de publications qui démontrent l'intérêt et de l'utilisation des oligoéléments, en particulier des oligoéléments, des vitamines. Et ces publications, ben, ce sont les vétérinaires qui les font hein, dans les universités, et donc ils sont plus sensibilisés et ils ont pu amener des explications à des pathologies récurrentes dans certains élevages. En fait. Oui, il y a des éléments de preuve qui ont été apportés. C'est ça. On Aline, voudrait... Oui, je vois une question. Peut-on ouais, avoir... Oui, on peut faire un petit tour des questions. Isabelle demandait comment la relation se créait sur ce sujet-là de la nutrition animale entre l'éleveur et le vétérinaire. ça on vient de répondre. On vient d'y Exactement. passer. Et la question Et, d'après? Ouais. et ensuite, il y avait une autre question sur les impacts environnementaux, demander si c'était possible d'avoir un éclairage sur les impacts environnementaux de ce produit sur les animaux, la ferme, est-ce qu'ils sont évalués? Voilà. Alors, ils ne sont pas évalués pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut dire, et j'ai un peu imagé tout à l'heure, hein, c'est que nous, d'une façon, je dirais, comme on concentre par nos galéniques les principes actifs, nous, la particularité aussi, enfin, pour que vous compreniez, sur un comprimé, un bolus comme ça, qui est un gros comprimé, hein, que l'on connaît tous, hein, dans un médicament, dans un comprimé, vous avez 90%, c'est un excipient, généralement.
Et l'excipient, et c'est ce qui permet de la mise en forme et de faire le support du principe actif. La particularité de Vetalis, c'est qu'on a mis au point, c'est qu'on utilise les matières premières que sont les oligoéléments en fonction des supports, que ce soit des oxydes, les différents supports que l'on a, qu'on utilise comme galénique. Ça signifie qu'on a très peu d'excipients, on est complètement immersé. On va pouvoir être entre 5 et 10% d'excipients. Et tout le reste, on utilise le principe actif l'oligo-élément, qui va servir de galénique. Et c'est ce qui fait c'est aussi ça qui nous protège. On a des brevets, justement, qu'on a déposés sur la façon de maîtriser le temps de délitement, puisqu'on maîtrise de quelques heures jusqu'à 8 mois. Et c'est par l'association et le triptyque des oligoéléments en fonction de leur nature, enfin, la nature du sel, qui nous permet de maîtriser le temps. Et en les concentrant, donc, on optimise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez d'un côté 2 tonnes et demie pour un élevage, avec 100 seaux en plastique qui sont recyclés. Là, vous avez un emballage comme ceci, sur lequel on travaille sur le fait qu'il soit aussi recyclable, voire compostable. Oui, sur son éco-conception. Ok. Donc il y avait une question de Brigitte Pasquelin sur les communautés apprenantes, entre qui et qui l'anime. Et ça, ce sera, je pense, le sujet justement après, Aline, Oui, de la question de la coopération oui, avec les avec les vétérinaires. Donc vétérinaires, oui, tout à fait. on va en Ouais. reparler. Mm. Et puis, il y a une question aussi de Raquel sur, voilà, avant du coup d'enchaîner sur cette question de la coopération avec les vétérinaires, sur le fait que vous étiez précurseur du coup il y a quelques années avec ce produit et donc comment vous situez-vous sur votre marché aujourd'hui? Aujourd'hui, ces produits ont été repris. Alors, pour répondre directement, aujourd'hui, au travers des vétérinaires, on touche entre 5 et 10% des éleveurs qui utilisent les produits de Vetalis. C'est très peu. Il s'est développé donc dans les 30 dernières années d'autres offres de produits qu'on appelle des bolus également et qui sont distribués par des coopératives ou par des firmes qui sont en nutrition animale. Donc, ils vendent des tonnes de l'alimentation. Hein, une vache laitière, ça mange 22 kilos de matière sèche par jour. Une vache à viande, ça en mange 15. Euh, et le monde de la nutrition animale, donc, a associé, parce que ce sont des produits à plus forte marge, se sont mis à vendre ces produits également à côté des sols qui restent toujours très présents. Donc, on a, voilà, moins de 10% du marché et on a tout à faire. Alors justement, vous avez tout à faire en coopération étroite avec les vétérinaires et il y a plusieurs questions là autour de ça. C'est cette communauté des vétérinaires, comment vous avez réussi à l'embarquer? Comment quel a été cet échange gagnant-gagnant finalement entre vous et eux? Et qu'est-ce qui vous reste à construire avec eux? Alors, le métier de vétérinaire a profondément évolué ces 10 dernières années, 10-15 dernières années, avec des regroupements en termes de groupements d'intérêt économique, de JIE. Ce qui fait que la relation avec le laboratoire Vetalis, mais pas que, mais avec tous les laboratoires en santé animale, a changé. C'est-à-dire avant, on était dans une démarche commerciale et où on visitait chacun des vétérinaires pour lui proposer et vendre les intérêts de nos produits, assez classiquement. Et ces GIE, finalement, assez rapidement, ont regroupé les vétérinaires par plusieurs dizaines, voire centaines, ce qui fait que la relation commerciale est passée de one-to-one à des appels d'offres où on devait répondre avec du prix. Et nous, il se trouve que, moi je me rappelle, c'était l'été 2018 où
C'était pendant mes vacances où j'avais mon responsable commercial qui me disait c'est de plus en plus compliqué à avoir des rendez-vous avec les vétérinaires. On a de plus en plus d'annulations et puis on ne prend plus de commandes directement puisque c'est géré par le GE. Et de l'autre côté, j'avais le patron d'un GE qui me disait il faudrait nous, on a besoin de plus de marge et de plus de marge, quoi. Enfin plus de remise de fin d'année. Et j'étais au lendemain, et en même temps, je disais, j'ai un outil industriel dans lequel j'investis, qui est au normes pharmaceutique, qui est donc au top de la qualité. Il est unique en Europe. Aujourd'hui, il n'y a aucun de nos concurrents qui ont ce niveau d'exigence qualité, et qui est sous-exploité, qui est sous-utilisé, et qui nous coûte cher. Donc, il faut qu'on développe notre marché, et je ne peux pas continuer à payer à payer une équipe commerciale pour faire des visites de courtoisie. C'est pas possible. C'était le premier poste en termes de salaire, l'équipe commerciale. Et c'est là où je me suis dit, en fait, les vétérinaires, ce sont eux qui vendent, c'est eux qui font le boulot, hein, de convaincre les éleveurs d'utiliser des produits Vétalis. Et moi, derrière, j'ai un outil industriel qui a besoin de tourner et j'ai des marges qui sont suffisamment importantes parce que ma volonté, moi, quand j'ai repris en 2006, c'était de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, on conçoit, on a notre propre R&D que j'ai créé, on a notre outil de production, on a notre force de vente et on a une deuxième force de vente que sont les vétérinaires finalement qui vendent aux éleveurs. Eh bien, l'idée, je dis, mais on va faire sauter la case, cet intermédiaire qui est la force commerciale de l'entreprise pour amener les vétérinaires à être directement en lien avec Vétalis et pouvoir structurer rapidement une offre compétitive. Et là, il n'y a plus de sujet en fait de prix, puisque cette marge de distribution, eh bien, il l'a récupérée pour vendre, pour mettre en place une société et faire de la distribution, faut entre 35 et 45% de marge pour faire fonctionner une boîte. Et c'est là où sont tous mes concurrents aussi, dans ce modèle-là. Et bien là, je me suis dit, je vais proposer ça aux vétérinaires, mais en contrepartie seulement, qui donne du temps à l'entreprise pour co-développer des produits avec nous, pour ne plus jamais mettre sur le marché des produits qui feront des bids. Et là, c'est une approche design thinking où c'est juste du bon sens en fait. C'est être à l'écoute de celui qui fait, du qui utilise. Donc ça, c'est la première étape, constituer un cahier des charges. Deuxième étape, c'est d'amener chez Vétalis eh bien, ce cahier des charges et tâcher d'y répondre. La troisième étape essentielle, c'est de retourner auprès des premiers avec des prototypes, mais des produits, des prototypes à vendre. C'est-à-dire qu'on met sur le marché, qu'eux mettent sur le marché dans notre réseau, dans ce réseau qui se constitue, de le mettre sur le marché et de voir et d'ajuster le packaging, l'appétence, le prix, ça passe pas, et de remettre tout ça à niveau si besoin, jusqu'à ce qu'on ait le go des vétérinaires. Et là, on peut lancer sur le marché le produit, puisqu'on va, et on va forcément rencontrer, on dit rencontrer son marché, parce qu'on a juste fait des produits, on n'a pas construit avec tout le monde, donc on ne peut plus se tromper. Donc ça, c'est ce qu'on a développé réellement, cette approche qu'on a appelée une communauté qui s'appelle le Précaré chez Vétalis. Et c'est ce précaré votre force commerciale aujourd'hui, finalement. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas, pas 36 façons en fait de faire de la création de valeur. Hein. C'est transformer du jus de cerveau en idée innovante. C'est transformer du jus de cerveau en service ensuite, ou de la matière en produit. Et puis après, c'est la troisième façon de créer de la valeur, c'est de permettre l'usage du produit. Et donc, cette troisième création de valeur, c'est le vétérinaire. Et là, on se retrouve en circuit court et on craint personne, en fait, d'un point de vue concurrentiel, puisqu'on a zéro intermédiaire.
Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir nous attaquer et en étant avec des produits concurrents, similaires sur notre marché, puisque là, on a zéro intermédiaire, on optimise totalement les choses. Et c'est ce qui permet aux vétérinaires, aujourd'hui, dans cette démarche-là, de vraiment structurer, parce qu'ils ont vraiment une marge qui leur permet de structurer une approche préventive de l'élevage. Oui, il y a eu un partage de la valeur entre eux et vous. C'est ça. Avez-vous des contacts directs avec les éleveurs malgré tout qui vous permettraient de recueillir des attentes dont les vétérinaires ne vous auraient pas fait retour? Ou comptez-vous sur les vétérinaires? Bon, les vétérinaires sont tous les jours dans les fermes et ils sont, je dirais, quand on les écoute, et voilà, on voit les éleveurs, on entend les éleveurs. Et pour vous répondre, oui, on a tous dans les équipes des éleveurs, et moi j'en ai un certain nombre, où je check comment ils sont et comment leurs attentes. Mais ça se fait au travers finalement du pré-carré, hein, et de cette démarche de co-construction, puisque c'est eux qui payent, hein, c'est eux qui tiennent qui disent si c'est bon, c'est pas bon. Parce que dans le monde réel, enfin dans le monde de l'élevage, on est dans le monde réel, hein. Là, on ne se fait pas plaisir. Chaque euro que je mets, il faut que je vois un résultat. Sinon, ça n'existe pas. J'ai 2 questions peut-être qu'on peut, Oui, gérer tout à fait. ensemble sur les impacts. Il y a une question sur, les effets en termes de santé humaine pour ceux qui mangent, les vaches, les veaux ou ceux qui boivent le lait. J'imagine que vous allez nous dire qu'il n'y a pas d'effet, mais si vous pouvez expliquer, voilà, pourquoi vos produits sont plus sains pour, la santé humaine que des antibiotiques, puisque finalement ça vient éviter l'usage des antibiotiques. Mm. Et la 2e question, elle est plus sur alors sur l'impact des élevages sur le réchauffement climatique et le fait que peut-être le nombre de bêtes en cours d'élevage est en train de baisser. On sait que le nombre d'élevage de bovins est en train de diminuer. Est-ce que c'est pour cette raison que vous vous dites que finalement vous cherchez aujourd'hui à aller vers plus de services aux éleveurs euh, et moins cette idée de vente de volume, mais plus de services pour fidéliser cette population d'éleveurs qui a tendance à baisser? Sur la première question, donc sur l'impact sur la santé humaine, eh bien, si tous les animaux prenaient des produits Vétalis, on irait dans le bon sens, hein. Ce sont des produits naturels, hein, les oligo-éléments, les vitamines, ce sont des choses qui sont indispensables, hein, donc à la physiologie, hein, de l'animal. Et donc, et comme vous le disiez, Aline, c'est par la prévention qu'on minimise l'emploi d'antibiotiques. Donc, si vous voulez mieux, on s'inscrit vraiment dans de ce plan éco-antibio qui a été mis en place, je crois que c'est en 2014 en Europe, qui était donc d'amener à diminuer considérablement l'usage des antibiotiques, parce qu'on sait que la première cause de décès en 2050, l'OMS le dit depuis 20 ans, ça va être l'antibiorésistance. Donc, il est essentiel qu'on minimise l'emploi d'antibiotiques chez les animaux. Et donc, il y a eu, et ça ne cesse de diminuer. Donc, ça, on est vraiment sur une très bonne trajectoire au point de vue des animaux d'élevage. Et les bovins sont pas beaucoup concernés, hein. Ce qui est le plus concerné, ce sont les animaux d'élevage intensif. C'est le poulet, le porc, le lapin, c'est le pire, hein. Dans l'école véto, on dit que quand on est malade, on mange du lapin au restaurant et normalement, en 5 jours, on n'a pas besoin d'aller voir le médecin. Mais c'est ça, et donc c'est minimiser l'emploi d'antibiotiques parce qu'on a qu'on appelle des résidus qui restent dans la viande et qui font que ça se transmet, et ça se transmet, c'est ce qui crée nos résistances, hein, chez l'humain. Donc, faut avoir cette démarche au maximum. Nous, on a zéro impact avec nos produits. C'est tout le contraire. D'accord.
Et Et après, la deuxième concernant question, c'était l'impact du réchauffement climatique, oui, alors sur les élevages et Ouais. puis quelque part aussi sur votre activité peut-être? eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ne faut pas se tromper. C'est qu'il y a les ruminants dans le monde et il y a les ruminants et les particuliers dans chaque pays. Et on ne peut pas comparer, on ne peut pas mettre l'élevage ruminant français au même niveau que ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, aux États-Unis, on a, je prends l'extrême, on a des très grands élevages où les animaux sont enfermés dans des grands feedlots, où on leur distribue leur nourriture avec des smirmorques et ils sont engraissés comme ça et également voire des antibiotiques ou des hormones. Et là, on a un vrai sujet parce que c'est la production intensive. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les ruminants, c'est c'est le seul animal qui est capable de transformer de la fibre végétale en protéines. Et il faut aussi se rappeler qu'on a la moitié des terres arables pâturées sur lesquelles il est impossible de faire autre chose. On ne peut pas faire pousser de culture. Donc, on ne peut pas leur mettre autre chose. Donc, si on n'avait plus, je ne raisonne pas l'absurde, hein, si on n'avait plus de ruminants, on n'aurait pas les campagnes que vous connaissez. C'est ça, c'est une certitude. Après, la consommation de viande baisse, et je dirais que c'est très bien. La viande est un produit de grande qualité et qui doit se respecter. Et on ne doit effectivement pas en manger tous les jours, mais on ne peut pas décrier simplement et dire qu'il faut arrêter de manger de la viande. Parce que c'est aussi contribuer à faire vivre nos campagnes, la ruralité, où de toute façon, on ne fera pas pousser de blé, d'orge ou je ne sais quoi. Ça. Et si on a des éleveurs qui vivent correctement, parce qu'on est capable de payer le prix que ça vaut aussi, et bien derrière, c'est toute une économie locale qui est indispensable et qui permettront à conserver les commerces, à conserver les services publics. Et je sais que la Nouvelle-Aquitaine sont très en pointe là-dessus pour faire en sorte que la ruralité vive. Je propose de recentrer aussi sur cette question de ce qu'on évoquait sur tout l'écosystème coopératif en place. Peut-être de laisser la parole aussi à certaines personnes. Je voyais alors Céline qui avait une question sur l'écosystème, puis Brigitte, deux questions qui étaient différentes mais liées. Donc peut-être Céline, tu peux évoquer ta question et ensuite on laissera la parole à Brigitte. Bonjour, ma question était de se dire aujourd'hui l'écosystème que vous avez recréé autour de vous, que vous avez remodelé, on voit bien qu'il a dû aborder un nouveau système de pensée sur la question de l'usage, sur la question du partage de la valeur, sur la question de la coopération, sur la question du volume. Comment vous les avez embarqués? Est-ce que du coup c'était des gens qui avaient déjà ça dans les tripes? Est-ce que vous avez les avez formés, déformés? Comment ce travail euh, conjoint a pu apparaître dans un monde où aujourd'hui, dans le monde de l'agriculture, partage de la valeur, coopération, valeur versus volume, c'est quand même pas ce qu'on entend en tous les cas en tant que consommatrice au quotidien ou de manière epsilonesque. Bien, en fait, il faut le faire sans le dire, quelque part, il faut accompagner. Ce dont on est certain, c'est que le vétérinaire, de par sa formation, sa déontologie, la connaissance des élevages dans lesquels il est la personne qu'il faut pour satisfaire une promesse que l'on a, c'est de produire des animaux sains dans des fermes rentables et durables. Euh, donc, le précaré qu'on a créé, et dans la promesse, c'est de leur faire prendre conscience de ça déjà. C'est qu'ils peuvent être des partenaires essentiels à l'éleveur pour qu'il performe, mais qui performe dans le bon sens. Et la performance, eh bien, c'est par la maîtrise des différentes données et d'avoir une approche globale de l'élevage, une approche systémique. Et cette approche systémique, c'est pas de toujours plus, c'est de mettre le bon produit
ou le bon service au bon moment, s'il le faut. Et ça, c'est toute la différence avec cet écosystème des vétérinaires, vétalistes, vétérinaires, éleveurs, c'est que le vétérinaire, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne vendra pas un produit Vétalis si les animaux ont besoin d'être déparasités, si les animaux ont besoin de manger, si le bâtiment n'est pas ventilé, qui est une cause de pathologie. Et ça, c'est ce qu'on veut. On veut, on veut les amener par la discussion, par les ateliers, les amener dans cette réflexion, enfin, qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent être qui sont extrêmement pertinents, qui sont extrêmement utiles. Le partage de valeurs, c'est ce qui leur permet justement d'avancer, de structurer des choses correctement. Parce que pour structurer et proposer quelque chose, il faut pouvoir le financer aussi. Brigitte, est-ce que tu veux préciser ta question? Ouais. Oui, bonjour. Oui, c'était concernant effectivement quand vous avez évoqué le co-développement avec les vétérinaires. Comment ça se passe? Ça s'appuie sur quoi? C'est des nouveaux conventionnements? Et derrière, ma question, c'était comment est-ce qu'on décide du bien fondé finalement d'une formulation comment est-ce que vous faites face notamment à des JE qui sont de plus en plus importants, c'est ce que vous nous disiez. Voilà, donc comment s'organise ce co-développement? Merci. Alors, je vous en prie, merci. Les GE, ce n'est pas antinomique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une population ce sont des libéraux. Donc, ils sont en GE pour une approche financière, mais ils gardent leur libre arbitre et ils ne sont pas du tout dirigés, je dirais, d'un seul homme. Ça, ils ont toujours leur indépendance. Ils y tiennent beaucoup, beaucoup. Après, comment est-ce qu'on fait sur la pertinence? Je dirais que la pertinence, c'est que ça passe donc des formulations, c'est derrière des essais, et puis on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Parce qu'encore une fois, on doit être extrêmement efficace, efficient quand on est dans le monde de l'élevage. C'est ça toute la différence avec les animaux de compagnie, où là, on est déconnecté de la réalité, parce qu'on a envie aujourd'hui, on a tous des animaux de compagnie, ben on est capable de dépenser beaucoup d'argent, comme on peut, plus que pour nous, pour nos enfants, hein, dans certains cas. Là, dans le monde rural, on a des éleveurs, ils vont tester les produits, il faut qu'on leur montre que ça a un intérêt euh, de dépenser de l'argent pour derrière avoir moins de pathologies, diminuer leur temps de travail dont ils ont beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Les vétérinaires sont-ils associés à la gouvernance de l'entreprise? Ils sont associés au développement de l'entreprise, aux produits. À la gouvernance, ils le sont aussi, parce qu'on l'écoute et il y a des assemblées générales. Il y a une assemblée générale chaque année où ils sont conviés. Y a-t-il d'autres questions? Et Oui, Élodie, question tu veux d'Élodie. peut-être Oui. prendre la parole? Tu as Oui. pas mal de questions. Ouais. Alors, bonjour à tous. Oui, j'avais une question je me posais la question sur finalement cette évolution dans la façon avec laquelle vous êtes en relation avec les vétérinaires. Je me demandais comment ça transforme le métier du commercial. Ah, très bonne question. Le commercial, il est de moins en moins commercial, hein. Il est de plus en plus technicien et en support technique pour le vétérinaire. Et pour exemplifier, on fait glisser aujourd'hui, on fait monter en compétences les commerciaux vers du technique pour expliquer, aider à l'utilisation de nos produits et de bien comprendre leur fonctionnement, les accompagner, faire des réunions de sensibilisation des éleveurs, par exemple. Et on a créé un des commerciaux et a pris un poste qu'on a ouvert qui est nouveau, qui est celui de community builder, c'est-à-dire
Ça ne parle pas à grand monde, moi je ne connaissais pas, mais c'est une personne qui est chargée de créer le lien entre participants de cette communauté du Pré-Carré. Créer le lien, faire rentrer le vétérinaire chez Vétélis davantage, qu'on vive pleinement ce que vit le vétérinaire avec son éleveur, et également que le vétérinaire vive aussi ce qu'on vit chez Vétalis. On est associé à développer des services, des choses qui vont apporter du mieux pour demain et qui est dans une approche, encore une fois, qui est dans une approche de responsabilité, de durabilité. Je peux Merci. peut-être faire la... Oui, Est-ce que je peux poser ma deuxième question ou elle n'est pas oui, pertinente? justement, c'est ça. Oui, je trouvais que ça faisait la transition parfaite. Ah, génial. Ouais. Et donc, la deuxième question, c'était quand j'écoute votre récit, on mesure à quel point la question de la responsabilité sociétale de votre entreprise fait partie de, je ne sais pas si c'est dans l'ADN, mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé le mois dernier et c'est des choses que vous pratiquez déjà depuis des années. Il me semble aussi avoir entendu que les démarches de design de service, ce sont des pratiques que vous aviez depuis un moment. Et alors, je m'interroge autour de 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise avec une telle maturité va finalement décider de rejoindre un parcours d'accompagnement avec le référentiel EFC? Et puis, la question qui va en suivant, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté, cet accompagnement ou plutôt, qu'est-ce que vous ont apporté les lunettes de l'EFC dans la façon avec laquelle ça a pu transformer vos activités de travail? Alors, je dirais que de par nos galéniques, finalement, on est déjà dans le monde dans lequel on est déjà très avancé sur l'optimisation par l'usage des ressources, en minimisant l'usage des ressources et l'optimisation de chaque matière qu'on utilise. Ça se retrouve dans les transports, ça se retrouve dans beaucoup de choses. Sensibilisé, je le suis certainement naturellement, parce que quand on vient du monde agricole, on est plein de bon sens et on sait à combien ça coûte, enfin, ce que coûte la pollution et ce qu'est la terre et sa richesse. Donc, il faut y prendre garde. Et c'est toujours ce qui m'a accompagné, c'est le bon sens qui m'a toujours permis qui m'a permis de saisir des opportunités ou pas. Parce que ma vie n'est faite que de rencontres et beaucoup d'écoute. Je suis au CGD, moi, ça fait près de 15 ans. Donc, on est aussi dans cette démarche-là. Hein. C'est une approche globale avec une approche circulaire et de faire progresser les dirigeants dans la responsabilité sociétale et environnementale. Vétalis a été labellisé en 2018, label Lucie, labellisé RSE. Donc, on a été les premiers en santé animale à l'être. Et on a dû être la deuxième entreprise à Cognac, dans le grand bassin cognacé. Deuxième. Et après, donc, l'EFC, finalement, n'est que la continuité, parce qu'aujourd'hui, justement, avec une approche d'écoute des éleveurs et des vétérinaires, eh bien, on n'a pas fini notre trajectoire EFC, hein. On est à mi-parcours, mais déjà, ça nous a amené à sortir notre raison d'être, parce que dans tout ce travail, il y a beaucoup de choses qui sont devenues évidentes. Donc, avec Jean-Marc, on a pu avancer là-dessus. Et puis, je disais avec les vétérinaires, l'idée, demain, c'est de plus vendre de produits, mais c'est vraiment de vendre une promesse. Hein. C'est une promesse peut-être que les agriculteurs puissent prendre une semaine de congé par an. Parce que ça n'existe pas. C'est peut-être d'avoir des animaux en bonne santé et avec une approche qui va être des services, des produits, un mix qui fait que, avec le contrôle des vétérinaires, qui fait qu'on va pouvoir maîtriser totalement l'élevage, enfin les paramètres de l'élevage et sa rentabilité et son bilan carbone, hein, parce que
Faut oublier que les vaches émettent beaucoup de méthane, c'est ce qui est décrié, mais l'élevage, avec ses pâturages, on absorbe énormément de carbone. Ce sont des puits à carbone. Et donc, ça veut dire que c'est dans ces perspectives de réflexion où vous sortiriez d'une logique de vente de produits pour aller euh, contractualiser sur la génération de la performance. J'imagine que ça doit possiblement aussi faire évoluer les modes de rémunération du métier du commercial. C'est des choses que vous avez déjà commencé à mettre au travail ou c'est pas encore le sujet d'actualité? Nous, on se place en fait comme dans notre approche là, c'est comme si les vétérinaires s'étaient dotés d'une recherche et développement, d'une R&D et d'unités de production, et comme si nous, quelque part, on s'était doté d'un réseau de distribution. Donc, après le commercial, dedans, c'est le vétérinaire. Alors, je vais reformuler pour être plus précis. Souvent, les commerciaux sont rémunérés avec une prime à la quantité de chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Est-ce que c'est le cas dans votre entreprise? Et si oui, dans une logique où on vend moins de produits, comment est-ce que vous vous projetez ou projetteriez déjà? Nous, aujourd'hui, demain, ce sera des primes peut-être sur des contrats. Mais je dirais que aujourd'hui, il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, on ne touche qu'entre 5 et 10% au travers des vétérinaires. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on touchait beaucoup plus. Donc, ça va être plus en volume. Mais plus on touchera, plus les éleveurs passeront par le vétérinaire, plus ils seront dans une zone, on les mettra dans une zone de confort et de performance, de résultats avec son élevage. Donc, nous, on n'est pas moi, je ne suis pas en train de penser qu'il faut que je produise moins. Je suis en train de penser qu'il faut que je propose quelque chose qui permet aux éleveurs qui permettent aux éleveurs de dire stop aux 20 commerciaux qui rentrent dans sa ferme chaque mois. C'est ça qu'ils voit aujourd'hui un éleveur qui tourne bien. Il voit 20 personnes qui viennent lui vendre quelque chose et chaque fois, c'est toujours le meilleur produit qu'ils ont. Toujours. Mais sauf que quand il se laisse faire, et bien souvent, ce produit, malheureusement, c'était pas la priorité pour l'élevage. Il va peut-être même pas l'utiliser. Alors que s'il le passe au travers de son vétérinaire, comme je le disais, par sa déontologie, le produit qu'il va mettre, qu'on va lui proposer, dans une démarche globale d'analyse qu'on fera demain peut-être et qui fait qu'on aura du sur-mesure, et bien, on aura derrière de la performance et de la performance globale. Donc, moi, j'ai un outil de production et je compte bien qu'il soit de plus en plus rempli parce que ça signifiera qu'on aura réussi à faire cette mutation dans les élevages et faire prendre conscience aux vétérinaires de leur rôle qu'ils ont à jouer. Merci. On donne la parole à Donc, Raquel. du coup, pardon. Pardon, oui. C'est Nathalie. Oui. Du coup, en fait, votre commercial, pardon, c'est le vétérinaire, tout simplement. C'est-à-dire que pour éviter, voilà, c'est ça. Donc, et ça passe beaucoup mieux au niveau des agriculteurs parce que c'est un médecin et enfin, c'est un médecin, oui, c'est un médecin. C'est un médecin pour les animaux et donc, il va plus faire confiance au vétérinaire peut-être qu'au commercial de la marque, tout simplement. Le commercial de la marque vendait aux vétérinaires. Oui, le vétérinaire propose, ça ne change pas en fait. On est bien d'accord. C'est que moi, j'ai plus à terme, il n'y a plus de commerciaux chez Vitalis. On est d'accord, oui, je vois un petit mot vétérinaire conseiller plutôt que commercial, oui, tout à fait. Mais du coup, en fait, vous vendez aux vétérinaires qui eux-mêmes vendent, enfin, ou administrent dans leurs soins aux bêtes, aux agriculteurs. C'est ça. Donc votre circuit, c'est vous, le vétérinaire. Donc le vétérinaire devient le distributeur de vos produits, en fait. Zéro intermédiaire. Bah si, il y a un intermédiaire, c'est le vétérinaire. Le circuit parce court, que c'est vous et agriculteur direct. Oui, mais c'est pas grave, hein, c'est pas du tout une critique, mais au justement, contraire. c'est là où ça se tient. C'est plus facile. Bien sûr, c'est là où ça se tient. C'est là où ça se tient, c'est qu'on a besoin du vétérinaire, nous, pour vendre nos produits. Parce que nos produits, il faut les utiliser à bon escient. Et c'est ça toute la différence entre la vente directe de chez moi, chez l'éleveur. Eh bien, la plupart achèteraient des produits qui ne sont pas forcément nécessaires pour sa ferme. Et donc, chaque fois, il appauvrit sa rentabilité.
On est bien d'accord. Donc, on dit en fait la même chose. Votre Oui, circuit est le meilleur circuit par rapport à la performance globale que ne pouvait l'être le circuit beaucoup plus court qui était en direct. tout D'autant à fait. plus que le vétérinaire, il a des arguments qui sont de santé et qui permettent d'alléger la charge comment il s'appelle, de l'agriculteur par rapport à une action supplémentaire qu'il devrait faire vis-à-vis de ses bêtes. Donc, moi, je trouve que c'est bien, au contraire, c'est pas du tout une critique. Non, non, C'était mais juste un petit pas de résumé problème. voilà, exactement, valeur étendue. Ouais, absolument. Merci. Donc, dans un souci de pouvoir libérer tout le monde à 10 heures, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des questions et passer à la conclusion, sauf si vraiment quelqu'un avait quelque chose qui lui brûle la langue et il faut que ça sorte. Mais voilà. Ok, bon. Ben, donc du coup, si ça vous va, on va donc. Ben, merci beaucoup en tout cas, Laurent, pour ce témoignage. Euh, je voulais du coup juste Merci à simplement vous. vous donner quelques éléments voilà, de conclusion et d'ouverture un petit peu sur ce qui a pu se dire. Euh, Donc, en fait, voilà, on a pu voir que, effectivement, cette innovation de produit, à partir de laquelle ça avait démarré, a permis de générer des effets utiles. Donc voilà, en reprenant voilà, ces différents, en s'appuyant sur ce référentiel-là. Donc, ces effets utiles-là étaient assez nombreux, notamment l'assurance de la bonne prise et du bon dosage pour chaque animal, mais aussi une moindre pénibilité et une baisse de stress pour l'éleveur et aussi bah, des meilleures conditions de travail pour le vétérinaire parce que une capacité à tenir cette performance-là, ce souhait-là d'être voilà, au service de la santé des animaux. Pour autant, on se rend bien compte que cette question du produit elle-même ne permet pas de résoudre à elle-même la question de la performance globale, même si elle en est le vecteur de base. Et d'où la nécessité de sortir d'une relation commerciale qui pouvait être difficile avec des groupements vétérinaires où on négocie au prix sans forcément discuter de la valeur qui est créée. Et pour autant, on se rend bien compte qu'il y a un partage d'un but commun, voilà, valeurs communes aussi avec les vétérinaires, d'où ce qui a été mis en place depuis déjà un peu plus avant, mais formalisé depuis 2018 avec la création de ce précaré, qui est voilà, la création d'une dynamique de coopération autour de cette performance d'usage qu'on va tenir conjointement. Alors vous, alors, vous l'avez pas évoqué aujourd'hui, mais que vous évoquez comme la volonté voilà, de viser des animaux sains dans une ferme rentable et durable. Voilà, la visée et la vision de l'entreprise. Et ça passe donc par le fait de prendre en charge les contraintes de chacun dans cet écosystème coopératif, que bah, le vétérinaire, lui, veut préconiser d'abord et avant tout ce qui est bon pour l'animal, d'où l'intérêt de sortir d'une logique aussi de volume de vente de biens standardisés. Et vous, de votre côté, Vétalis, qui n'est pas présent sur le terrain et qui a besoin de retour sur l'efficacité des produits. Et donc, d'où la nécessité de créer un écosystème autour de la co-conception des produits euh, mais cet écosystème, il faut le faire vivre. D'abord sur la question du partage de la valeur, et que pour garantir une dynamique de coopération et de sortir de logique de chaîne de valeur, de sous-traitance, de concurrence, ça, il était aussi nécessaire de créer des modes de gouvernance et de rétribution qui garantissent bah voilà, de faire vivre cet écosystème et de garantir un partage équitable de la valeur. Toute cette réflexion sur la récupération de la marge de distribution par les vétérinaires, mais aussi la capacité des vétérinaires à siéger aux assemblées générales, à devenir actionnaires de la holding. Voilà. Mais cette coopération-là, c'est quelque chose qui doit continuer à s'entretenir, qui ne se décrète pas, et d'où la nécessité, d'où ce que vous avez mis en place par la création de ce poste de community builder, puisque si on veut aujourd'hui et demain pouvoir discuter des externalités positives et négatives, il faut une relation avec les vétérinaires sans avoir rien à vendre, comme vous l'avez évoqué, et donc, voilà, donc cette nécessité pour entretenir la coopération euh, en
en continuant de développer et créer ces liens de confiance-là pour pouvoir développer une offre toujours plus pertinente demain. Donc, voilà ce qu'on a essayé un petit peu de présenter aujourd'hui. En tout cas, on espère que ce témoignage vous aura plu, qu'on a pu participer, enfin, retenir un maximum de questions. On a essayé au maximum. Avant de nous quitter, un petit message Sébastien, par... Oui, est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes? oui, bien sûr. Juste pour remercier Laurent déjà, parce que c'est très intéressant, même si c'est un milieu complexe qui n'est pas forcément évident pour nous quand on est loin de ça. Moi, je voudrais juste dire 2 choses importantes que vous avez dit et je pense qu'ils sont intéressantes à creuser. C'est que vous n'avez pas attendu le référentiel pour avoir une approche différente. Donc, cette importance des fois d'avoir du déjà là dans les entreprises et que finalement le référentiel EFC vous permet d'aller encore plus loin, de vous ouvrir des perspectives encore plus intéressantes. Je trouve que ça, on le voit souvent dans les entreprises, on oublie de le dire, que voilà, ce qu'on propose au travers du référentiel, c'est pas forcément une transformation radicale, mais c'est vraiment une capitalisation, une compréhension du déjà là et puis des opportunités à ouvrir. Et puis le deuxième mot qui me vient, c'est cette notion de valeur. On en a beaucoup parlé, mais pour moi, elle est valeur santé, elle est énorme parce que vous allez agir sur plein d'aspects, la santé de l'animal, la santé du consommateur, la santé de l'éleveur, mais la santé aussi du vétérinaire qui va trouver un sens aussi différent à son métier. Je pense la santé de vos collaborateurs et de vous-même. Et je trouve que la notion de valeur chez vous, elle est à la fois monétisée, mais aussi elle prend plein de dimensions et je trouve que c'est un très bon exemple et je vous remercie pour ça. Voilà, parce que je voulais juste faire ce petit aparté. Merci Sébastien. Merci Isabelle. Ouais. Merci beaucoup. Donc voilà, pour finir rapidement, donc on se retrouve bien sûr pour notre prochain épisode dans un mois, le 4 octobre, pour un beau témoignage de Sapoval qui nous vient d'Occitanie, qui sera animé par Elodie, que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, Ça y est, on est prêt. On l'a préparé avec Erwan. On Wow. attend plus. Ah oui, donc vous êtes en avance. En attendant, vous pourrez aussi retrouver cet épisode d'aujourd'hui assez rapidement en replay, en vidéo sur YouTube ou en podcast sur Arte Radio. Et de toute façon, tous les épisodes précédents sont aussi disponibles si cet épisode vous a plu et que vous nous avez rejoint pour la première fois aujourd'hui. Euh, Au niveau des actualités dans les différents clubs EFC en France, donc il y a beaucoup d'actualités côté Île-de-France. Donc je vais peut-être laisser Stéphanie évoquer rapidement ces 3 dates qui arrivent. Merci beaucoup. On a une soirée le 12 septembre à Paris sur la transition écologique du secteur culturel. Donc voilà, accessible à tous. Une journée découverte EFC, donc sur inscription pour découvrir les bases avec une fresque le matin. On fait des fresques de la transition économique au sein de la communauté EFC. Et puis un webinaire d'introduction d'1 heure. Ça permet de rebalayer quelques concepts, de parler d'autres exemples. Donc, et ça, ouvert à tous. Tout ça est bien entendu plutôt à disposition, à destination des Franciliens, mais on accueille tout le monde. Voilà. Merci Stéphanie. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez les QR codes pour vous inscrire en bas ou vous pouvez venir nous contacter directement. Et puis moi, côté Nouvelle-Aquitaine, j'évoquerai simplement rapidement, pas une actualité brûlante, mais en tout cas le fait qu'on relance dès maintenant le recrutement pour la 3e édition de notre parcours d'accompagnement de dirigeants à l'EFC qu'on aimerait faire démarrer au début de l'année 2025. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse ou que vous connaissez des entreprises qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Et Euh, les entreprises en Occitanie, on lance aussi une action sur 2025. Donc, tant qu'à faire, si voilà. c'est pas l'Aquitaine, ça pourrait être l'Occitanie aussi. Je voudrais juste ajouter une chose sur le parcours FC dans lequel on est. J'ai associé tout mon CODIR mais très élargi, parce que c'est aussi de sensibiliser son entreprise. Parce que moi, je peux avoir mes sensibilités que j'ai depuis longtemps, mais là, c'est d'emmener aussi son entreprise dans cette approche-là. Et aussi des vétérinaires, parce qu'avec Jean-Marc Bertolino, on a accueilli des vétérinaires aussi dans les réflexions, dans les discussions. Donc, c'est aussi l'écosystème qu'on a élargi, et ça, c'est très puissant.
Merci beaucoup, Laurence, avec une précision très importante, la question de l'essaimage et du fait que, effectivement, on peut avoir envie de bouger tout seul, mais il y a un moment, il faut aussi mettre en mouvement toute cette mayonnaise-là. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole peut-être à Colline pour évoquer quand même quelque chose, un grand événement qui nous rassemble et qui arrive bientôt. Oui, bien sûr. Déjà, merci Laurent. Peut-être qu'on se retrouvera du coup sur cet événement-là, qui est donc les universités de l'EFC. Les universités de l'EFC, c'est un rendez-vous annuel qui regroupe la communauté EFC et les acteurs de la transition au sens large. Ce sera la 10e édition cette année. Ça se tiendra donc à Orléans les 10 et 11 octobre. Vous pouvez flasher le programme sur l'écran. Et sinon, dans le programme, on aura une conférence qui viendra traiter de l'écologie et l'économie. Quels sont les liens, comment ça se répond, avec notamment l'intervention de Caroline Lejeune, qui est chercheuse et qui est directrice de la Fondation Zoeng. On aura également une table ronde avec 3 témoins qui viendront aussi traiter de cette notion d'écologie dans l'entreprise. Et vous pouvez participer à plus de 30 ateliers thématiques variés, donc sur des sujets assez variés qui s'intègrent donc dans le référentiel EFC. Et puis bien évidemment rencontrer pas mal d'acteurs de l'EFC. Aujourd'hui, on a plus de 140 inscrits. Donc ça fait pas mal de monde, on en entend encore pas mal dans les inscriptions. On va vous mettre le lien dans le chat pour vous inscrire avec le programme également. Et jusqu'à ce soir, vous avez un code de réduction de 15% qu'on vous met également dans le chat. Oui. Merci Colline. Mais voilà, donc n'hésitez pas, toutes les animatrices, vos animatrices et animateurs préférés de votre pionnier seront présents. Et aussi les pionniers que vous avez pu découvrir au fil de nos épisodes, certains d'entre eux seront présents également. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus et arrêter l'enregistrement. Et Céline?